Merci à tous d'être là. On va donner encore quelques secondes à tous ceux qui sont en train d'arriver. Alors en attendant, donc merci à tous. Et je vous rappelle que soit pendant le webinar, soit à la suite du webinar, il ne faut pas hésiter à cliquer sur le bouton qui permet de prendre contact avec moi. Ou alors ensuite, on pourra se contacter d'une manière ou d'une autre, mais surtout, n'hésitez pas à me contacter. J'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger individuellement avec chacun d'entre vous sur vos problématiques et sur les enjeux qui peuvent vous intéresser, en particulier autour de l'intelligence artificielle pour la finance, qui est notre métier de base, et qui a des très nombreuses déclinaisons qui sont toujours intéressantes. Alors, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Aujourd'hui, le thème est plus orienté autour de la prédiction et des crises financières qui sont, on le sait, peut-être malheureusement de plus en plus proches et présentes en ce moment, donc c'est un sujet très chaud. Et je vais tenter de faire le lien entre les techniques habituelles de notre métier et les nouveaux apports de l'intelligence artificielle, pour montrer que l'intelligence artificielle est plus un nouvel outil qu'une véritable rupture, et que ça permet de continuer le métier tel qu'on le faisait, en le faisant un peu directement, mais ce n'est pas le remplacement, c'est vraiment un développement complémentaire qu'on peut faire. Alors, ça passe. Donc, je commencerai par faire une petite introduction, par parler justement des modèles classiques qu'on utilise dans la finance. Des limitations, je prendrai l'exemple du VIX, qui est un indicateur très utilisé, très intéressant, mais qui a aussi un certain nombre de limites. Et après, on pourra comparer avec les avantages qu'apporte l'intelligence artificielle et les cas d'usage. Je vous rappelle que moi, je suis d'origine Sciences Éco de la Sorbonne, avec un diplôme des arts et métiers, et que ça fait un certain temps que je suis dans la techno pour les services de la finance, back-office, middle office et front office et techno. Et Scalnix, c'est une société qui a été créée entre 5 cofondateurs en 2019 et qui propose plus particulièrement autour de la fintech, mais aussi à d'autres métiers, des outils très performants, soit d'intelligence artificielle, soit de calcul parallèle. Les modèles classiques, que je pense tous nous connaissons, et on est tellement habitués à les utiliser qu'en fait, on oublie même comment ils sont conçus, comment ils ont été, comment ils sont venus et comment ils se sont développés depuis de très nombreuses années. Il y a ceux qui sont vraiment les plus utilisés dans l'asset management, qui représentent l'analyse fondamentale, qui consiste à prendre un grand nombre de données, y réfléchir et en tirer des conclusions. L'analyse graphique et l'analyse technique, qui est une autre manière d'envisager les choses, et probablement un peu plus sensitive d'ailleurs. Tous les métiers d'actuariat et d'analyse statistique, les régressions linéaires, toutes les analyses probabilistes, et puis aussi les analyses macroéconomiques, tous les modèles macroéconomiques qui sont très importants dans le métier. Tout ça, ça représente des manières d'intégrer dans des modèles qu'on va utiliser des effets qu'on a identifiés et qu'on a modélisés, qu'on a structurés. Donc il y a toujours une origine qui est une analyse sur des données dont on dispose, une manière de les regrouper, et ensuite une manière de les utiliser pour faire soit de la projection, soit de la prédiction. C'est souvent de la projection, parce que c'est souvent basé sur le fait que ce qui s'est passé se repassera. Donc c'est sous-entendu dans toute cette manière de travailler, c'est que l'environnement dans lequel on travaille ne change pas.
Par exemple, un des plus anciens grands cycles macroéconomiques connus, c'est celui de Kondratiev, qui est un cycle basé sur les révolutions technologiques et d'inventions du type Schumpeter. C'est des cycles de 30 ans qu'on peut souvent identifier, mais avec une certaine, évidemment, à chaque fois, sur chaque période, des variations qu'on va toujours réussir à répliquer plutôt a posteriori qu'a priori. Et puis ça se combine avec des cycles complémentaires plus courts, qui sont basés sur des analyses chacun de certains événements et certains modes de fonctionnement macroéconomique, les cycles Kitchin, Juglar, Kuznets, et il y en a un certain nombre. Tout ça se combine et on va aller chercher, selon l'horizon dans lequel on travaille et selon nos convictions, tel ou tel cycle et les interactions avec les autres. C'est donc cette manière de formaliser les cycles, c'est une manière d'intégrer des facteurs et de les faire fonctionner ensemble dans un système mathématique souvent. Ça peut être à partir des données particulières des sociétés cotées, par exemple. Ça peut être des données qualitatives sur les annonces, sur ce qui se dit dans la presse, sur les intentions des industriels. Ça peut être aussi sur des indicateurs comportementaux. L'élément comportemental est très important dans la finance. Dans tous les cas, il s'agit de données générales qui sont on sait ce qu'on cherche. Par exemple, on cherche à mesurer de la volatilité ou du risque, on cherche à mesurer une manière dont une stratégie va se concrétiser dans des chiffres. On cherche à quantifier des environnements. Et tout ça, souvent, c'est rendu concret par la perception des acteurs du marché. C'est-à-dire qu'en réalité, les membres de la bourse, les acteurs de la bourse, ils votent avec leurs pieds. Et c'est les acteurs, donc les boursiers, qui achètent ou qui vendent et qui font les marchés. Donc les marchés, ils ne sont pas directement faits par des indices macroéconomiques ou par des indices business. Ils passent par le cerveau et les biais cognitifs de tous les acteurs du marché. Et donc, le Graal qui consiste à anticiper des points de rupture, il va consister aussi à intégrer ce que pensent les gens, parce que c'est ce que pensent les acteurs qui génèrent ces points de rupture. Alors, si je prends l'exemple du S&P 500, par exemple, j'ai là en haut à gauche donné une charte de Goldman Sachs qu'ils ont publiée en courant 2021 et qui indiquait le S&P 500 et qui proposait la manière dont il allait se comporter sur fin 2021, enfin fin 2020, 2021, 2021 et 2022. On voit qu'à la fin 2020, ils prévoyaient 3700, on a 3756,07, donc ils sont assez proches. Ils ont fait une très bonne régression linéaire. Le monde a continué comme il l'avait anticipé. Fin 2021, ils prévoyaient 4300, et ça avait monté plus que c'était prévu, on était à 4766. Et par contre, 2022 n'est pas fini, mais pour l'instant, on est redescendu à 4131,93. Et donc, on voit que, comme souvent le disent même les économistes, la prédiction est un exercice très difficile, surtout quand il concerne l'avenir, et que plus on s'écarte du modèle qu'on avait utilisé pour ensuite l'étendre à des prédictions, plus il y a évidemment de fortes chances pour qu'il ne soit plus valide. Donc soit c'est parce qu'on l'avait mal compris, soit c'est parce que le monde a changé, et ce genre de prédictions, c'est difficile d'anticiper les changements. Alors pour ça, il y a tout un tas d'indicateurs très astucieux, très intelligents, qui ont été inventés par tout un tas d'acteurs. Le VIX est un très bon exemple. Il y a des indicateurs d'inflation surprise ou de choses comme ça qui intègrent l'anticipation du public et des boursiers. Et donc, ils ne sont pas uniquement une indication directe d'un signe économique ou de la valeur d'un instrument, mais qui intègrent le ressenti des acteurs.
En l'occurrence, pour le VIX, qui a été inventé par le CBOE il y a un certain nombre d'années, c'est un calcul assez astucieux entre l'équilibre entre les calls et les puts, et donc c'est capable d'indiquer si globalement les écarts de prix intègrent le sentiment par les acteurs de la bourse que le marché va monter, qui est le cas si en général le VIX est de l'ordre de 10 à 15, qu'il est considéré comme faible. Quand il est entre 20 et 30, il est moyen, relativement indécis. Quand il est supérieur à 30, il est considéré comme devenant élevé, et on va risquer d'avoir un marché baissier. Alors, si on regarde ici, par exemple, le Standard & Poor's, en bas, en haut, le SP500, et en bas, le VIX, vous voyez qu'ils sont effectivement, on voit une corrélation très nette. Hein. Chaque fois que le VIX monte, le SP500 baisse, hein, et réciproquement. Donc, le VIX est une expression, disons, enhanced, amplifiée des mouvements du SP500. Et c'est pour ça que ça peut être considéré comme un assez bon indicateur de prédiction. Quand on regarde le VIX, on voit ce qui va se passer sur le SP500. Par contre, quand on regarde de manière très approfondie, on voit par exemple ici, j'ai extrait les VIX et la valeur du SP500. À gauche, au moment des plus fortes hausses de l'indice SP500, et à droite, au moment des plus fortes baisses. Et on voit que le VIX de la veille, quand le SP500 a monté, était très élevé, 70, 80, 61, 75,47. Et quand il a été à la baisse, en fait, le VIX de la veille était moins élevé. Et le VIX du jour, par contre, a augmenté. Ce qui fait qu'en fait, on se rend compte que c'est très corrélé, mais ça n'anticipe pas. Et ça ne permet pas de savoir ce qui va se passer le lendemain. C'est une corrélation intéressante pour remarquer un mouvement, mais pas pour le prédire. Et d'ailleurs, si on regarde la volatilité réalisée à 5 jours en fonction du VIX, la corrélation est très faible, elle est à 0,6, donc elle est presque neutre. Et c'est vrai qu'on voit en haut à droite un certain nombre de points sur lesquels la volatilité est élevée et le VIX est élevé, mais ce sont des points relativement erratiques. Quand on regarde le gros de la population du VIX, il n'est pas particulièrement indicatif par rapport à la volatilité future. Et de même, quand on prend la performance du SP500 en fonction de la variabilité du VIX, on voit qu'il n'y a pas un poids très particulier dans un sens ou dans l'autre. La variation du VIX en abscisse et la performance en ordonnée sont relativement aléatoires. Ils ne donnent pas une indication précise. Donc, ça veut dire que le VIX lui-même, c'est un indice extrêmement intéressant qui montre des choses, mais qui ne prédit pas. Comment l'intelligence artificielle peut nous aider dans ce cadre? Le point que peut-être je vais indiquer plusieurs fois et qui est très particulier sur l'intelligence artificielle, c'est que ça permet une recherche holistique. Alors, ce que j'appelle une recherche holistique, c'est que ça va chercher dans tous les sens un certain nombre de choses, un certain nombre d'effets qui peuvent être des corrélations, c'est le plus simple, mais qui peuvent aussi être d'autres choses. Et ça va en quelque sorte les rechercher sans a priori. Alors, ça va chercher des liens entre les données sans avoir défini a priori quels doivent être ces liens. Je dis ça, c'est relativement théorique. Dans la réalité, on a toujours des biais, on a toujours des choses qu'on cherche à montrer, et on ne fait jamais de recherche complètement au hasard et sans a priori. Donc il y a quand même des a priori, mais il y en a moins. Et ça peut, l'intelligence artificielle et les apprentissages d'intelligence artificielle peuvent aller nous montrer des indicateurs que vraiment on n'aurait pas cherché. Et ça, c'est parce qu'on est capable de lancer des systèmes d'intelligence artificielle très puissants, qui vont chercher très loin dans toutes les directions. Ça met déjà en avant l'intérêt d'avoir, pour que l'intelligence artificielle soit efficace, des systèmes extrêmement optimisés, extrêmement bien conçus, et qui sont capables de faire un très grand nombre de calculs pour aller chercher dans tous les sens.
D'autre part, l'évolution du modèle au fil des apprentissages est un élément très important pour l'intelligence artificielle. Quand on crée un modèle économique, ce modèle, il est fixé, et pour le changer, il faut repasser par la partie analyse et étude, en quelque sorte, et ensuite construire un nouveau modèle. Dans le cadre de l'intelligence artificielle, si on a suffisamment de données, et c'est un si qui a beaucoup de valeur, dans ce cas-là, l'évolution est en quelque sorte automatique avec les nouvelles données et les nouveaux entraînements du modèle. Ça permet d'intégrer aussi dans le modèle des données non économiques. La plupart ou quasiment tous les modèles dont on a parlé tout à l'heure sont des modèles strictement économiques qui n'incluent que des données soit macroéconomiques, soit microéconomiques, soit éventuellement dans le cadre du VIX ou de quelques autres, effectivement, qui intègrent un peu de comportemental, mais c'est toujours à la marge. Alors que sur l'intelligence artificielle, on peut directement intégrer des données, par exemple en NLP, qui ont été cherchées complètement ailleurs, dans la presse, dans les réseaux sociaux, etc., des données strictement qualitatives. Quand je parle de l'intelligence artificielle, il y a de grands nombres de modèles d'intelligence artificielle. Donc, il y en a certains dont j'ai parlé, le NLP. Il y a différents modèles. Je vais accélérer un peu parce que je ne veux pas prendre de retard. Mais tous ces modèles sont complémentaires et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Chacun va correspondre à un besoin particulier. Il faut utiliser le bon modèle sur la problématique qu'on est en train de traiter. Ce qui est résolument innovant dans l'intelligence artificielle, c'est donc que c'est un domaine ouvert, puisque ça fait des recherches holistiques, comme j'ai dit, c'est-à-dire dans tous les sens. C'est extrêmement efficace comparé au processus calculatoire, donc ça peut rechercher et identifier un très 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 grand nombre de liens entre des données très fines. Ça permet de faire des inférences extrêmement rapides et quasiment en temps réel quand les calculs de type Monte-Carlo ou des calculs complexes sont par nature extrêmement longs et limitent leur précision. De ce fait, souvent, l'intelligence artificielle, non seulement est plus rapide, mais elle est aussi plus précise. Et elle a une meilleure adaptation automatique par l'entraînement sur les données. Ça permet d'avoir beaucoup plus de modèles, de traiter beaucoup plus de variables, d'être beaucoup plus précis et de construire quasiment à l'infini un grand nombre de variantes des modèles et des scénarios. Jusqu'à un tel point qu'on va voir que ça crée tellement de variantes et tellement de possibilités qu'on a besoin d'intelligence artificielle pour exploiter les résultats de l'intelligence artificielle elle-même. Par exemple, sur la valorisation de produits complexes, c'est des sujets dont j'avais déjà parlé. On a mis en place, on a montré que en faisant des calculs de machine learning plutôt que des calculs de type binomiaux ou Marshall, on atteint des temps de calcul, par exemple sur 10 000 options, c'est la ligne inférieure de ce tableau, qui sont vraiment d'une autre magnitude que le calcul, puisqu'on arrive par exemple à traiter 10 000 options en rouge en machine learning en 164,94 millisecondes, donc on est 165 millisecondes, alors que l'équivalent, par exemple, en binomial américain, qui est un modèle un peu complexe, c'est 144 237,15 millisecondes, c'est 800 fois plus. Donc, c'est beaucoup plus lourd. Et là, sur cette courbe, j'ai placé les différents modèles. Donc, quand on a un grand nombre d'options à valoriser, c'est le trait rouge. Eh bien, par exemple, on va être capable, si vous voyez là où le trait rouge croise la ligne mauve, on va être capable de valoriser avec une certaine machine et dans un certain temps 10 000 options en utilisant du machine learning. L'équivalent, si on était en calcul en binomial américain sur une formule, on serait capable d'en faire 10. Donc ça fait 1000 fois plus rapide. Par contre, là où ça ne répond pas, c'est sur le besoin d'explicabilité.
Quand on utilise strictement des algorithmes de type machine learning qui font gagner du temps, qui sont assez précis, la partie de non-précision, on est incapable de l'identifier. La logique qui est appliquée, c'est une logique de corrélation, donc d'identification de la manière dont des facteurs évoluent en même temps. L'un peut être un indicateur ou peut être un facteur explicatif, et tout ça, ça peut changer en fonction du contexte, en fonction des conditions, et ça, c'est pas bien maîtrisé par le machine learning. L'autre inconvénient, c'est que ça demande beaucoup de données, et quand l'environnement change, effectivement, le modèle va être capable de se réentraîner et de s'adapter, mais s'il n'y a pas un très grand nombre de données en un minimum de temps, dans ce cas-là, il va falloir suffisamment de temps pour amasser un suffisamment grand nombre de données, et donc l'adaptation du modèle ne va pas du tout être immédiate, elle va demander le temps de récolte de nouvelles données et de nouvel apprentissage. Et d'une manière générale, c'est ce qu'on appelle un modèle black box, donc on connaît le résultat, mais on ne sait pas exactement l'expliquer, on ne sait pas sur quoi il est basé, et donc quand on a des données à très forte stake, à très fort enjeu, quand ils ont des impacts sur la compliance, quand ils ont des impacts sur la relation avec les clients ou sur les garanties, on n'est pas capable de les garantir, et c'est un gros problème. Alors, pour ça, l'IA causale amène des solutions avantageuses. C'est un modèle d'intelligence artificielle white box, ouvert, et qui dépasse la corrélation. Donc, l'objectif, c'est au-delà d'identifier comment des composantes peuvent bouger dans le même sens avec une logique probabiliste, l'idée, c'est d'aller rechercher des causes et des effets précis, dans quelle mesure un objet devient la cause et un autre est son effet, et non pas le contraire. Ça restitue dans ce cas-là une logique causale, et une fois qu'on trouve des résultats, on est capable de justifier ces conclusions grâce à l'intelligence artificielle elle-même, et on peut prendre le contrôle sur le modèle avant même de l'utiliser. Comme on sait quels sont les éléments qui vont être utilisés, si on pense qu'il y en a certains qui ne correspondent plus à la réalité du jour, on peut intervenir directement sur le modèle sans empêcher l'intelligence artificielle de fonctionner. Donc quand il y a un événement économique ou un événement politique, une guerre, une annonce, quelque chose, eh bien, dans l'instant, l'environnement a changé et on est capable d'aller immédiatement intervenir sur le modèle et de rectifier cette partie-là, tout en utilisant le reste du modèle sur la base de l'apprentissage. Globalement, ça permet de monter de 3 niveaux l'échelle du pourquoi. Je m'excuse, cette slide est en anglais. Le niveau 1, c'est pour expliquer ce qu'on voit et pour prévoir qu'est-ce qui va arriver. C'est le niveau qui est le plus accessible pour du machine learning classique, et ça permet d'identifier certaines anticipations avec les limites dont on a parlé tout à l'heure. D'autre part, le niveau 2, c'est le niveau « qu'est-ce qui va se passer si tel événement arrive ?» Qu'est-ce qui va se passer si il y a une guerre? Qu'est-ce qui va se passer si moi, je fais quelque chose? Et dans ce cas-là, on est capable d'utiliser le modèle pour faire du stress test, pour jouer des scénarios et pour envisager qu'est-ce qui va se passer dans tel ou tel cas. Le niveau 3, c'est le niveau contrefactuel. C'est reprendre des données hystériques et identifier qu'est-ce qui se serait passé si tel événement avait eu lieu ou si tel autre événement n'avait pas eu lieu, et qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas fait ci ou ça. Ça permet par exemple à un trader ou un asset manager d'expliquer pourquoi il s'est couvert sur une variation d'un actif, et d'expliquer qu'est-ce qui se serait passé si les événements avaient été différents et que sa couverture avait un sens, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec des modèles de type machine learning, et qu'on peut faire avec des modèles du type intelligence artificielle causale. L'intelligence artificielle causale, juste historiquement, elle est basée sur une logique connue depuis longtemps, inventée par Thomas Bayes,
et c'est d'une manière générale ce qu'on appelle les réseaux bayésiens. Ça consiste à valoriser, à compter quelle est la probabilité qu'un événement A se produise, sachant qu'un événement B est vrai. Donc par nature, l'intelligence artificielle causale, elle se base sur l'existence d'un événement, c'est l'événement B. Et dans ce cas-là, sachant ça, on cherche la probabilité que A existe. Ça permet ensuite de construire des cartes et des modèles systémiques qui mettent en lien différentes caractéristiques qui peuvent être des caractéristiques ESG, des liens entre des facteurs, des liens économiques. C'est contrôlé par l'utilisateur, les résultats sont justifiés. On traite séparément les cas positifs et les cas négatifs. Ce n'est pas strictement des cas statistiques. Les enjeux d'un faux positif ou d'un faux négatif sont différents et ils sont traités différemment dans un modèle d'intelligence artificielle causale. Ça intègre aussi des choix et des convictions de métier. Donc on ne confie pas à un modèle, par exemple, de machine learning, la responsabilité d'inventer un système et une représentation de la réalité. On est capable de contrôler exactement qu'est-ce qu'il y a dedans et on doit même y intégrer ses propres convictions métiers. C'est très important d'être capable de dire nous-mêmes, moi je pense que c'est tel événement qui est la cause et tel autre événement qui est l'effet. Donc de ce fait, au lieu d'avoir une analyse par laquelle, en intégrant un certain nombre de préjugés, on crée un modèle, et ce modèle, ensuite, il est figé et on l'utilise pour faire du calcul, en fait, on passe directement du monde réel à sa représentation à travers un modèle, et ce modèle, il peut changer tout le temps, il peut s'adapter tout le temps, et il est ouvert, et on le contrôle, et on sait exactement ce qu'il y a dedans. Donc il y a toujours des recherches holistiques, la modélisation est ouverte, il est explicable, ça constitue à partir de ce moment-là un outil de prédiction très puissant, un outil de prédiction qui peut intégrer des conventions ou des suppositions, qui s'adaptent immédiatement au changement d'environnement et qui est déclinable sans limite à différents environnements, à différents facteurs, et qui permet d'étudier tout type d'actifs. Alors voilà un genre de graphes qui peuvent être sortis par un moteur d'intelligence artificielle causale. On voit par exemple ici qu'en haut, le dollar, le taux euro-US et l'écart des 2 ans 10 ans a été considéré ce jour-là, dans le cadre de l'environnement qu'on est en train de traiter, comme non pertinent pour traiter de la valorisation, par exemple, du SP500. Alors, un moteur d'intelligence artificielle causale, il ne va pas créer ce type de système et de relation d'une manière figée. Il le reconstruit à chaque usage, et il va le reconstruire différemment à chaque usage en fonction des derniers événements qui se sont créés, de son réapprentissage. Donc, si vous réutilisez le modèle chaque jour, en fait, vous ne réutilisez pas le modèle, vous réutilisez le système de création du modèle, et chaque modèle, chaque jour, recréé, est différent. Pour ça, le mieux, c'est d'avoir une plateforme qui intègre tous les éléments nécessaires à l'intelligence artificielle, donc la discrétisation, c'est-à-dire que pour rendre ces calculs valides, on ne prend pas des données brutes, on va les rendre discrètes avec 2, 3, 4 paliers, on va dire, par exemple, élevé, moyen et faible pour chaque donnée, pour permettre des scénarios complexes à un grand nombre de niveaux. On va les stationnariser, c'est-à-dire regarder plutôt les rendements que le chiffre brut. On va affecter des datas à certains types d'apprentissage, à certains tests, à certains types d'opérations. Et il y a tout un tas de traitements complémentaires qui peuvent être intégrés pour ajuster les modèles, les seuils, pour calculer les impacts. Il y a tout un tas de choix qui doivent être faits. Et ces choix, on va voir que l'intelligence artificielle va nous servir à les faire eux-mêmes. À la fin, ça fait un traitement opérationnel avec un modèle intégré
qui peut servir directement, par exemple, à un asset manager qui n'a pas besoin de se poser toutes ces questions. Tous les traitements ont été intégrés dans la plateforme. Comme je l'ai dit, ça peut servir sur les données macroéconomiques, sur des crypto-monnaies, sur le traitement des devises, sur des données ESG, sur tous les autres traitements qu'on peut avoir besoin de faire. Si je prends le cas d'usage, par exemple, du SP500, là, j'ai reproduit au hasard 5 chartes. Alors, évidemment, c'est un petit peu petit, donc c'est un peu difficile de voir. Mais à gauche, on a celle qui concerne février 2020. Donc, on a le 12, le 14 et le 18, je crois, février 2020. Et sans aller complètement dans le détail, vous voyez que les éléments et les liens entre ces éléments sont différents. Ils ont été, ils sont rééquilibrés à chaque fois. Et de même, à droite, vous avez, c'est en 2020, il y a le 12, je crois que c'est le 12 août et le juillet, je ne suis pas absolument certain des dates, parce que j'ai du mal à les voir. Mais là aussi, c'est des exemples d'interaction entre les différents facteurs qui sont à chaque fois différents. Ça donne un certain nombre de facteurs, donc chacun a sa propre vie. Et sur ce graphe, hein, j'en ai mis quelques-uns qui montrent la manière dont, en bleu, le facteur évolue lui-même, et en orange, son influence sur ce qu'on cherche. Et en haut, on voit quand il y a des points, des traits rouges, ça veut dire qu'il y a eu des ruptures identifiées dans la continuité de ce qu'on cherche à analyser. Et l'objet, ici, était d'identifier à l'avance des ruptures sur l'évolution du SP500. Alors, globalement, quand on fait tous ces traitements et qu'on les regroupe, on peut, d'une part, faire une carte de l'influence des différents facteurs par date sur le résultat final. Donc, plus ici, la couleur est foncée, plus le facteur a été considéré comme impactant sur le SP500 le jour de ce traitement. Vous voyez que cette carte, on trouve un certain nombre de convergences sur certaines dates. Évidemment, il y a des dates où il y a plus de mouvements parce que ce sont des dates de rupture. Et tous les facteurs ne sont pas analysés de la même manière selon les dates. In fine, sur cette charte, on a simulé le traitement, ce qui est en orange. Ça intègre un indice qui est qu'on reste sur le SP500 quand on prévoit qu'il va monter, et on passe en cash quand on prévoit que le SP500 a baissé. Alors, ce n'est pas une véritable simulation, je n'ai pas intégré de frais de transaction, etc. Donc, c'est à titre d'étude. Mais en réalité, ce n'est pas extrêmement loin. Il n'y a pas du tout de bascule tous les jours. Au total, sur cette période entre 2017 et 2021, il y a quelques dizaines de bascules dans chaque sens. Et on voit que en vert, le VIX, par exemple, qu'on a ici présenté avec un seuil à 30, donc quand il est au-dessus de 30, on le considère comme figé. C'est le seuil qui est le plus efficace on a fait beaucoup d'essais, et c'est le seuil qui montrait le plus d'efficacité du VIX. Et même dans ce cas-là, on voit que l'analyse par de l'intelligence artificielle aboutit à une pertinence beaucoup plus puissante, puisque en démarrant à valeur 1 en 2017, si on suit directement le SP500, on arrive à peu près à un peu moins de 2. Si on suit le VIX, on arrive à un peu moins de 3. Et si on suit l'intelligence artificielle causale, on arrive à plus de 3,5. En conclusion, l'IA, c'est
juste des techniques, parce que souvent j'entends que l'IA, c'est une sorte de menace, c'est quelque chose qui nous remplace, c'est quelque chose qui va euh, faire mettre à la poubelle nos analyses et nos manières de faire, etc. Je pense qu'en réalité, la chaîne IA qui est au milieu de ce graphe, elle intègre un grand nombre de missions. Il faut aller collecter des données, il faut aller les préparer, il faut faire des apprentissages, il faut les tester, il faut les optimiser, il faut ensuite les mettre en production, les adapter, les juger. Tout ça, effectivement, sur la chaîne IA, c'est la manière de le faire est nouvelle. Donc il y a un grand nombre d'outils et de techniques à mettre en place pour faire tout ça. Je les ai mis dans des ronds bleus, il faut trouver les bons connecteurs, il faut utiliser les bons réseaux parce qu'il y a des plus grandes quantités de données, il faut stocker ces données de manière habile, il faut faire les bons traitements, le data mining, il faut être capable de faire des choses en temps réel alors que précédemment on les faisait en temps différé, il faut intégrer des outils métiers alors que ce n'est pas toujours évident d'intégrer ce genre de choses dans des outils existants. Et il faut aussi adapter la manière dont on suit ce genre d'indicateurs. Tout ça, effectivement, c'est nouveau. Le tout en maintenant les contraintes de sécurité et les contraintes de compliance. Et ce qui est intéressant, c'est que pour faire tout ça, on utilise des outils de l'IA. Donc, pour les données, par exemple, on va aller chercher avec du Natural Language Processing, donc aller apprendre ce qui se passe sur les controverses en lisant du texte. Pour la préparation, on va utiliser des outils de recherche et d'optimisation des données qui sont eux-mêmes de l'intelligence artificielle. Pour calibrer des modèles, on va utiliser des modèles de machine learning. Pour extrapoler des données, on va utiliser des modèles d'intelligence artificielle. Pour faire les études, la sélection des bons modèles et la manière de les intégrer. Et pour les évaluer, tout ça, ça va utiliser de l'intelligence artificielle. Donc on a une sorte de méta-intelligence artificielle qui permet de faire fonctionner l'intelligence artificielle. Mais tout ça, ça se fait dans une logique qui reste la même. C'est juste un chemin nouveau qui ajoute de la valeur à notre métier, mais ça reste la même logique que celle qu'on utilisait quand on faisait de l'analyse chartique, graphique ou de l'analyse de cycle. Il n'y a pas de miracle et il n'y a pas de données vraiment nouvelles, c'est juste une manière plus puissante de la traiter, c'est très inventif, c'est très inspirant, ça apprend à réfléchir différemment, c'est plus précis, c'est plus rapide, ça crée moins d'entropie, donc les modèles, quand ils deviennent complexes, ils restent manageables, alors que dans les modèles classiques, quand ils deviennent très complexes, ils ne sont plus manageables. Ça permet d'analyser de manière fine et complexe, et c'est tout. C'est juste ça, c'est plus puissant, mais ce n'est pas fondamentalement différent. On peut continuer de faire notre métier en utilisant tout le savoir et l'historique de nos métiers. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vois qu'il y a eu des remarques que j'ai pas eu le temps de lire pendant le webinaire. Alors, j'ai une question sur les commodities. Alors, j'ai peut-être oublié d'ailleurs de préciser, j'aurais peut-être dû le faire, que peut-être un petit peu accéléré. Ici, sur cette performance comparée, c'est du traitement brut sans métier. C'est-à-dire qu'on a fait un traitement purement technique. On n'a pas de conviction ici. C'est des choses qu'on fait parfois avec nos clients, mais c'est nos clients qui ont leur conviction métier. Et on a comme règle qu'on ne publie jamais rien qui intègre les convictions métiers de nos clients. Elles leur appartiennent. Et s'ils les échangent avec nous, ce n'est pas pour qu'on les publie. Donc, ce qu'on publie ici, c'est un traitement purement technique. Ce que les clients font avec tout ça, c'est plus puissant et ça a des meilleurs résultats que ça parce qu'eux, ils intègrent le métier. Donc, en ce qui concerne les commodities, évidemment, ce genre d'outils peuvent être utiles dans le traitement des commodities, mais nous, on est des prestataires techniques et on n'a pas véritablement de conviction là-dessus et on est en quelque sorte relativement neutre sur les chiffres, donc je n'ai pas vraiment d'avis à donner sur le prix de l'or aujourd'hui et ce qui va se passer demain. La formule pour calculer des prix théoriques et la volatilité des obligations, il y a plein de formules analytiques, du Black-Scholes, du modèle Eston, du modèle binomial, etc. Par contre, en machine learning, si on utilise strictement du machine learning, on ne passe pas par une analyse, on passe juste par un apprentissage et le machine learning va lui-même trouver la manière de l'évaluer.
utiliser la notion de reward pour implémenter des bots testing. Ça, c'est la partie métier, donc on laisse à nos clients, effectivement. C'est nos clients, on peut leur fournir des outils qui vont leur permettre d'analyser très précisément quels sont les rewards, mais la manière, par exemple, d'estimer quels sont les coûts des transactions, quelles sont les limites dans le nombre de transactions qu'ils peuvent faire ou les limites d'accès au titre, ça, c'est le métier de nos clients, donc je n'ai pas d'avis là-dessus. Rajouter les données Twitter sociaux, oui, tout à fait, c'est ce que j'appelle le NLP. Hein, donc, c'est vraiment l'un des points forts de ce type de traitement d'intelligence artificielle. Ça permet d'utiliser des données qu'on peut appeler qualitatives, qui viennent des données des réseaux sociaux, par exemple, et qui permettent de réagir immédiatement à des changements de l'environnement. Il y a beaucoup de degrés de liberté, risque de suroptimisation élevée, il y a la surperformance out of sample est hypothétique. Donc, je suis d'accord avec ça. C'est tout à fait vrai. Et c'est exactement pour ça que le traitement de l'IA causale est intéressant parce qu'il est extrêmement bien maîtrisé. Vous pouvez atteindre tous les détails de comment il fonctionne et vous pouvez utiliser des outils pour limiter justement les risques que ça pourrait apporter. Il y a des choses avant que je n'avais pas lues. Est-ce qu'il y aurait des attestations? Je ne sais pas exactement ce que c'est que ça. Il faudrait m'envoyer un email pour que je vous réponde pour ça. Oui, comment dire, je crois qu'on va mettre à disposition le résultat du webinar. Et les replays sont disponibles, voilà. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près, j'ai répondu aux questions. Quelle place prend les modèles de trading automatique open source dans le paysage du trading? Quand on arrive au trading automatique, justement, nous, on fournit des outils, mais on n'a aucune conviction et aucun conseil sur la partie bourse et métier elle-même. Donc, c'est quelque chose que je serais très, très open pour discuter one-to-one et échanger sur les expériences. Mais par contre, à titre Scalnix, on n'a pas d'avis. On n'a pas d'avis sur ce sujet-là. Voilà. Je crois que je suis à peu près, je voyais 13h41 pour 13h45. Donc, je pense que je suis à peu près dans les temps. Vous pouvez donc nous contacter sur LinkedIn ou par le site internet ou par tout autre moyen qui vous convient. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton, il suffit de cliquer ici et de prendre rendez-vous et j'aurai vraiment plaisir, même si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez échanger avec moi, j'aurai toujours plaisir à échanger avec vous en direct. Et je suis à votre disposition maintenant ou plus tard pour toute question. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Tiens.